Ragnar Lothbrok, le roi guerrier légendaire. Ragnar Lothbrok est l'un des personnages les plus emblématiques de la mythologie viking, un nom qui résonne à travers l'histoire en évoquant les combats à l'épée et les conquêtes maritimes. On se souvient de lui non seulement comme d'un guerrier, mais aussi comme d'un symbole de courage, d'ambition et de l'esprit inflexible des Nordiques. Si les spécialistes débattent encore de l'exactitude historique de sa vie, sa légende reste profondément ancrée dans la culture scandinave et les chroniques médiévales. Qu'elle soit entièrement factuelle ou partiellement mythifiée, l'histoire de Ragnar capture l'essence d'une époque où la survie se gagnait par la force, la ruse et le leadership. Son nom apparaît dans plusieurs sagas nordiques et textes européens, suggérant qu'il pourrait être un amalgame de personnages historiques ou un homme réel dont les exploits furent si extraordinaires qu'ils inspirèrent un mélange de faits et de fiction. Né dans un monde dominé par des clans et des seigneurs de guerre, Ragnar s'imposa grâce à des raids audacieux et une volonté indomptable. Très tôt, il fit preuve d'un talent tactique remarquable et d'un désir farouche d'étendre son influence au-delà des frontières de sa patrie. Ses campagnes s'étendirent à travers l'Angleterre, la France et d'autres régions d'Europe, faisant de lui non seulement un chef local, mais aussi une force redoutée à l'échelle internationale. Son nom inspirait la terreur à ses ennemis, et sa présence galvanisait ses guerriers, leur insufflant une férocité inégalée. Capable de rallier des hommes de diverses tribus, il sut les unifier sous son commandement, preuve de son charisme et de sa clairvoyance stratégique. La légende de Ragnar est aussi marquée par son apparence et son caractère atypique. Connu pour ses vêtements distinctifs, notamment ses braies en peau d'animal ou en tissu goudronné, il fut surnommé Lothbrok, soit brais poilu. Ces détails renforçaient le mystère autour de lui. Il n'était pas qu'une brute. Doté d'un esprit vif, il savait tirer parti des dynamiques politiques pour servir ses ambitions. Il forgeait des alliances utiles, les défaisait quand elles devenaient un fardeau et naviguait avec habileté dans les réseaux complexes de loyauté et de rivalité tribale. Sa vie personnelle fascine autant que ses conquêtes. Selon la légende, il eut plusieurs épouses, notamment Lagertha, une redoutable guerrière, et Aslaug, la fille d'un héros légendaire. Ses enfants, parmi lesquels Ivar le Désossé, Björn Côte de Fer, Sigurd Serpent, A, l'Œil et Raviserk, sont devenus des figures mythiques à leur tour, perpétuant son héritage de conquête. En tant que père, Ragnar incarne une figure poignante, un patriarche dont la lignée allait marquer durablement l'histoire viking. Ses enseignements et son exemple inspirèrent profondément ses fils, qui reprirent le flambeau bien après sa mort. L'un des épisodes les plus dramatiques de sa saga est son expédition fatidique en Angleterre. Capturé par le roi Ella de Northumbrie, Ragnar fut jeté dans une fosse remplie de serpents venimeux. Il y trouva la mort, après avoir, selon la légende, prononcé des paroles prophétiques annonçant la vengeance de ses fils. Cette fin brutale consolida son statut de martyr dans la culture viking et incita ses descendants à mener une campagne dévastatrice connue sous le nom de Grande Armée païenne. Cette invasion changea le cours de l'histoire anglaise et affirma encore davantage l'héritage de Ragnar comme instigateur de transformations majeures. La vengeance de ses fils ne fut pas seulement une réponse personnelle, mais une démonstration de l'impact colossal de Ragnar. Avec le temps, les lignes entre faits historiques et mythes se sont brouillées. Mais Ragnar Lothbrok demeure une figure centrale de l'expansion viking. Sa vie illustre le courage et la ténacité des guerriers nordiques et reste une source d'inspiration continue dans la littérature et les médias contemporains. De manuscrits anciens aux séries modernes, son histoire ne cesse d'être racontée, réaffirmant sa place dans le panthéon des héros épiques. La légende de Ragnar perdure car elle incarne des thèmes humains universels, la bravoure, l'ambition et l'héritage. Dans un monde en perpétuel changement, Ragnar Lothbrok demeure ce roi guerrier dont la vie, réelle ou idéalisée,
inspire respect et admiration. Leif Erikson, le Viking qui a atteint l'Amérique en premier. Leif Erikson, figure emblématique de l'ère viking, est reconnu comme le premier Européen à avoir atteint l'Amérique du Nord, bien avant Christophe Colomb. Né vers 970 âpres, J.C., en Islande, il était le fils d'Éric le Rouge, célèbre pour avoir fondé les premières colonies nordiques au Groenland. Élevé dans une culture de marins audacieux, Leif grandit entouré de récits sur des terres lointaines et des mers indomptables, ce qui nourrira son esprit de découverte. Devenu jeune adulte, Leif se rendit en Norvège et entra au service du roi Olaf Tryggvason. C'est là qu'il se convertit au christianisme, foi qu'il ramènera ensuite au Groenland, facilitant sa diffusion parmi les siens. Mais ce n'est pas sa mission religieuse qui lui valut une place dans l'histoire, c'est son audacieuse traversée de l'Atlantique Nord vers une terre encore inconnue. Selon les sagas nordiques, Leif entendit parler d'un marchand nommé Bjarni Herjolfsson, qui aurait aperçu une terre étrange à l'ouest du Groenland sans y accoster. Intrigué par ce récit, Leif arma un drakkar robuste, réunit un équipage expérimenté et se lança vers l'an 1000 dans une expédition pour retrouver cette mystérieuse contrée. Le voyage fut périlleux. Battant des vents imprévisibles et naviguant des eaux dangereuses, Leif et ses hommes atteignirent finalement une terre luxuriante, riche en végétation, gibier et ressources naturelles. Il la nomma Vineland, probablement en référence aux vignes sauvages qu'ils y trouvèrent. L'emplacement exact du Vinland reste débattu, mais de nombreux chercheurs estiment qu'il correspond à la région de Terre-Neuve, au Canada. Ce voyage marqua le premier contact documenté entre Européens et le continent nord-américain, près de 5 siècles avant Colomb. Contrairement aux expéditions coloniales ultérieures, celle de Leif était avant tout motivée par l'exploration. Lui et son équipage y construisirent une colonie modeste et y passèrent l'hiver, prenant soin de consigner leurs observations avant de rentrer au Groenland. Cette expédition témoigne du courage, de la maîtrise maritime et du leadership de Leif Erikson. Il parvint à mener ses hommes en toute sécurité, démontrant des qualités de commandement notables. Bien que son séjour au Vinland fût bref, il symbolise l'ingéniosité des Vikings et leur capacité à repousser les limites du monde connu. Les principales sources sur Leif proviennent des sagas islandaises, notamment la saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais. Ces récits oraux, rédigés plusieurs siècles après les faits, ont longtemps été considérés comme semi-légendaires. Pourtant, la découverte au XXe siècle du site archéologique de L'Anse aux Meadows, à Terre-Neuve, contenant des vestiges d'une colonie nordique, a confirmé la véracité des voyages vikings en Amérique du Nord et conforté le rôle pionnier de Leif Erikson. Après son retour, Leif succéda à son père à la tête des colonies du Groenland et continua de promouvoir le christianisme. Bien qu'il ne retourna jamais au Vinland, d'autres expéditions nordiques furent lancées dans l'espoir d'y établir une présence durable. Ces tentatives échouèrent à long terme, en raison de conflits avec les peuples autochtones et des difficultés logistiques liées à l'éloignement. Pendant des siècles, l'exploit de Leif Erikson fut largement ignoré hors de Scandinavie, éclipsé par les grandes explorations européennes du XVe siècle. Ce n'est qu'avec les recherches archéologiques modernes que son rôle a été réhabilité. Il est désormais reconnu comme l'un des plus grands explorateurs de l'histoire. Aujourd'hui, Leif Erikson est célébré comme un pionnier visionnaire. Aux États-Unis, le 9 octobre a été désigné comme Leif Erikson Day, en hommage non seulement à l'explorateur mais aussi aux immigrants nordiques ayant contribué à la société américaine. Il est devenu un symbole de courage, de curiosité et d'ouverture au monde. L'héritage de Leif transcende les dates et les lieux. Il incarne l'aspiration humaine à découvrir l'inconnu et à repousser les frontières. Son nom continue d'inspirer aventuriers, chercheurs et conteurs, rappelant que la grandeur commence souvent par un simple pas vers l'inexploré. Ivar le Désossé,
le génie tactique. Ivar le Désossé, figure emblématique de l'histoire viking, reste l'un des chefs les plus énigmatiques et brillants de l'âge viking. Issu de la lignée légendaire de Ragnar Lodbrok, Ivar porta le poids d'un héritage mythique tout en bâtissant sa propre légende par une maîtrise exceptionnelle de la stratégie militaire. Son surnom, le Désossé, a suscité de nombreuses interprétations, allant d'une maladie osseuse à une métaphore de sa souplesse et agilité. Quelle que soit son origine, ce nom est devenu symbole d'un esprit tactique affûté. Dès ses débuts, Ivar comprit l'importance capitale de la guerre psychologique. Il savait que la peur pouvait briser les lignes ennemies avant même que les lames ne s'entrechoquent. Ces raids n'étaient pas de simples actes de pillage, mais des démonstrations de force coordonnées, conçues pour frapper au moment où l'adversaire était le plus vulnérable. Il ne comptait pas sur la force brute seule, mais sur des mouvements savamment orchestrés, des embuscades efficaces et une anticipation des réactions ennemies. Sa capacité à s'adapter à des situations changeantes et à déjouer les attentes adverses le plaçait un cran au-dessus de ses contemporains. Sa campagne la plus marquante fut sans doute celle menée à la tête de la grande armée païenne, une coalition de guerriers vikings qui envahit l'Angleterre anglo-saxonne au IXe siècle. Alors que de nombreux chefs vikings privilégiaient le pillage suivi d'un retrait rapide, Ivar visait la domination à long terme. Il était un stratège, pas un simple maraudeur. La prise d'York en 866 fut l'un de ses plus grands faits d'armes. Au lieu de détruire la ville, il l'utilisa comme bastion stratégique, consolidant ainsi une présence durable dans la région et déstabilisant les royaumes anglo-saxons de l'intérieur. Ivar innovait constamment sur le champ de bataille. Il rejetait les formations rigides au profit d'une mobilité et d'une flexibilité accrue. Maître dans l'art de la tromperie, il simula souvent des retraites pour piéger ses ennemis, transformant le désordre apparent en piège létal. Cette imprévisibilité, conjuguée à une lecture fine du terrain, rendait ses attaques d'autant plus redoutables. Là où beaucoup subissaient le terrain, Ivar le modelait selon ses besoins, créant des champs de bataille à son avantage. Mais son génie ne s'arrêtait pas à la guerre. Ivar était aussi un manipulateur politique redoutable. Il formait des alliances stratégiques qu'il rompait dès qu'elles cessaient de servir ses intérêts. Sa lucidité et son absence d'attachement émotionnel lui permettaient de faire des choix froidement rationnels. Il savait lire ses interlocuteurs, anticiper les trahisons et ajuster ses stratégies en temps réel. À l'instar d'un général sur le terrain, il orchestrait aussi les équilibres politiques, pensant toujours plusieurs coups à l'avance. Si de nombreux récits autour de lui relèvent du mythe, l'impact historique d'Ivar est indéniable. Son influence s'étendit bien au-delà de sa mort, mystérieuse comme une grande partie de sa vie. Les territoires qu'il a conquis, les tactiques qu'il a introduites et l'avantage psychologique qu'il a apporté au combat ont redéfini la guerre à l'époque viking. Ses adversaires durent adapter leurs méthodes, souvent dans l'urgence, face à un ennemi aussi intelligent qu'implacable. Ivar incarne une transition essentielle dans l'histoire du commandement viking, du simple raid brutal à la conquête méthodique. Son héritage ne se mesure pas seulement en terres conquises ou en victoires remportées, mais dans la transformation de la doctrine militaire elle-même. Il a montré que l'intelligence stratégique pouvait surpasser la force brute, que la guerre pouvait être un art et la domination, un projet politique à long terme. Son nom, transmis par les sagas et les chroniques, reste un symbole de l'ingéniosité tactique et de l'ambition stratégique. Malgré les limites physiques évoquées par son surnom, Ivar le Désossé s'est élevé comme l'un des plus grands maîtres de guerre de son temps, façonnant le destin des nations par la seule puissance de son esprit. Bjorn Ironside, l'invincible pillard de la Méditerranée, Bjorn Côte de Fer, figure emblématique de l'histoire viking, incarne l'audace et la puissance maritime nordique. Fils légendaire de Ragnar Lodbrok, il forgea sa propre légende à travers conquêtes et batailles,
se démarquant par sa stratégie et son courage. Né dans un monde où seule la force et l'intelligence assuraient la survie, Björn s'éleva par ses propres mérites, alliant bravoure, intelligence tactique et une vision qui dépassait les frontières glacées de la Scandinavie. Alors que ses frères étaient souvent piégés dans des querelles intestines, Björn aspirait à plus. Son regard se tourna vers le sud, vers les terres chaudes et riches de la Méditerranée. Avec une flotte de guerriers intrépides, il se lança dans une série d'expéditions audacieuses. Ses raids ne relevaient pas du simple pillage. Il visait des villes puissamment défendues, opérant avec une précision stratégique rare. En naviguant sur les fleuves de Francie, il parvint à tromper des défenses réputées imprenables. L'un de ses faits d'armes les plus célèbres reste le siège de Paris, durant lequel il démontra une redoutable maîtrise de la guerre psychologique. Mais c'est bien son périple en Méditerranée qui assit définitivement sa réputation. Sa traversée vers le sud fut semée d'embûches, maladies, rivages inconnus, hostilité des puissances locales. Pourtant, Björn ne faiblit pas. Guidé par son esprit de conquête, ses dracars fendirent les flots jusqu'à la péninsule ibérique, où ses hommes attaquèrent méthodiquement les villages côtiers. Ils poursuivirent leur route vers les Baléares, puis la Sicile, multipliant les assauts contre des cités riches et bien défendues. Ce qui rendit cette campagne remarquable ne fut pas seulement la distance parcourue, mais l'ambition inégalée de Björn. Là où peu de chefs vikings osaient s'aventurer, il franchit les limites, atteignant les rives d'Afrique du Nord. Ses attaques sur ces terres surprirent des défenseurs qui n'avaient jamais connu de pillards nordiques. Malgré la chaleur écrasante et des cultures inconnues, ces hommes s'adaptèrent rapidement, soutenus par la détermination de leur chef. L'approche de Björn reposait sur l'effet de surprise, une lecture fine des marées et un timing implacable. Ces qualités lui permirent de vaincre des ennemis bien plus nombreux. En Italie du Sud, notamment en Sicile, son nom résonna comme un avertissement, et les pouvoirs locaux s'activèrent pour défendre leurs biens. Björn ne se contentait pas de piller. Il sélectionnait des ressources stratégiques, or, argent, esclaves, objets rares et épices, contribuant à enrichir la Scandinavie à son retour. Sa route croisa finalement celle de l'Empire byzantin, l'un des géants de l'époque. Bien que leur flotte dominait la Méditerranée, Björn parvint à éviter leurs patrouilles et à frapper des ports clés avec une audace stupéfiante. L'un de ses exploits les plus célèbres, bien que teinté de mythe, raconte qu'il simula sa propre mort pour surprendre ses ennemis lors de ses funérailles. Ce stratagème légendaire souligne son génie tactique et son habileté à semer la confusion. Après des années de campagnes intenses, Björn retourna en Scandinavie, ses navires remplis de trésors et d'histoires. Il n'était plus seulement le fils de Ragnar, il était devenu un héros à part entière. Son voyage élargit l'horizon des Vikings, prouvant qu'il pouvait défier même les plus grandes puissances et naviguer au-delà des limites connues. Ses aventures inspirèrent des sagas, des poèmes et des récits transmis à travers les générations. La vie de Björn Ironside est une alliance entre mythe et réalité, incarnant l'esprit d'exploration et de conquête qui définissait l'ère viking. Il ne cherchait ni le confort ni la sécurité, mais la gloire, les défis et l'inconnu. Par son audace et son génie militaire, il prouva que même les contrées les plus éloignées pouvaient tomber devant la volonté d'un chef déterminé. Son nom reste gravé dans l'histoire, symbole d'une ambition sans bornes et d'un héritage qui résonne encore aujourd'hui. Harald Hardrada, le dernier grand roi viking. Harald Hardrada, souvent considéré comme le dernier grand roi viking, fut un homme d'ambition démesurée, de courage exceptionnel et de génie militaire. Né en 1015 en Norvège, Harald Sigurdsson, surnommé plus tard Hardrada, soit souverain dur, incarnait l'esprit indomptable de l'ère viking. Très jeune, il montra des dons pour la guerre. À 15 ans, il participa à la bataille de Stiklestad aux côtés de son demi-frère, le roi Olaf II, en lutte pour reconquérir le trône de Norvège. Bien que cette bataille se solda par une défaite et la mort d'Olaf, elle marqua le début du destin hors norme d'Harald.
Contraint à l'exil après la défaite, Harald se réfugia en Russe de Kiev, où il entra au service du prince Yaroslav le Sage. Ses talents militaires lui valurent rapidement un poste de commandement et le respect de la cour. Toutefois, ses ambitions allaient bien au-delà des steppes russes. Au début des années 1030, il rejoignit Constantinople et intégra la prestigieuse garde Varègue, une unité d'élite de l'armée byzantine composée en majorité de Scandinaves. Il s'y distingua lors de campagnes en Méditerranée, en Asie mineure et même en Terre sainte. Enrichi, expérimenté, Harald en ressortit transformé, armé d'une vision royale plus vaste. De retour en Russe, Harald nourrissait désormais l'ambition de revendiquer la couronne norvégienne. En 1046, il s'allia à son neveu Magnus le Bon, alors roi de Norvège et du Danemark. Ils gouvernèrent conjointement jusqu'à la mort de Magnus en 1047, qui laissa Harald seul roi. Durant son règne, il dut affronter des divisions internes et des menaces extérieures, mais il réussit à consolider l'autorité monarchique. Malgré une gouvernance ferme, parfois autoritaire, Harald mena des réformes importantes et renforça l'unité du royaume norvégien. Sur le plan international, Harald visait plus haut encore. Il voulait reprendre le Danemark, puis l'Angleterre. Son opposition tenace au roi Sven du Danemark mena à plusieurs campagnes sans victoire décisive. Mais loin de renoncer, Harald y vit un prolongement logique de sa quête de légitimité sur l'héritage de Knut le Grand. Quant à l'Angleterre, elle représentait un objectif de choix, surtout après la mort du roi Édouard le Confesseur en 1066, qui déclencha une crise de succession. Harald y vit l'opportunité d'imposer sa prétention au trône, fondée sur des alliances et des serments passés. Il s'allia alors à Tostig Godwinson, frère exilé du nouveau roi anglais Harold Godwinson. Ensemble, ils lancèrent une grande expédition. À la tête de centaines de navires et de milliers de guerriers, Harald traversa la mer du Nord. Il remporta une victoire éclatante à la bataille de Fulford, près de York. Pourtant, quelques jours plus tard, le 25 septembre 1066, à Stamford Bridge, il fut surpris par les forces d'Harold Godwinson. Le combat fut sanglant. Harald y trouva la mort, tombant en héros. Cette bataille marque symboliquement la fin de l'époque viking. Harald Hardrada vécut comme un personnage de saga, chef de guerre, voyageur, diplomate et roi. Son expérience dans des terres lointaines comme Byzance et la Russe façonna son approche du pouvoir. Contrairement à de nombreux chefs vikings, il sut combiner force brute, discipline militaire et diplomatie. Son règne, bien que dur, apporta une cohésion politique à une Norvège autrefois divisée. Il fit entrer le royaume dans une ère de centralisation monarchique, inspirée des modèles orientaux qu'il avait observés. Sa défaite à Stamford Bridge ne fut pas seulement celle d'un homme, mais celle d'un âge. Quelques semaines plus tard, Guillaume le Conquérant débarquait en Angleterre, inaugurant un nouvel ordre anglo-normand. Si Harald avait vaincu, l'histoire du nord de l'Europe aurait pu prendre un tout autre tournant. Pourtant, son héritage survécut, à travers les sagas, les chants des skalds et la mémoire d'un roi aux multiples facettes. Harald Hardrada demeure un pont entre les traditions vikings et les royaumes chrétiens émergents. Son ambition, son courage et sa vision font de lui une figure majeure du Moyen Âge. La grande armée païenne, invasion viking de l'Angleterre. À la fin du IXe siècle, le territoire qui allait devenir l'Angleterre était divisé, formant une mosaïque de royaumes, chacun doté de ses propres dirigeants et de rivalités internes. Cette fragmentation rendait la région vulnérable aux invasions extérieures. C'est durant cette période d'instabilité politique que la grande armée païenne, puissante force de guerriers vikings, débarqua sur les côtes anglaises lors d'une campagne qui allait changer le cours de l'histoire de l'île. Contrairement aux raids vikings précédents, axés sur des attaques rapides et le pillage, cette armée était clairement déterminée à conquérir et à s'installer durablement. Composée principalement de Scandinaves venus du Danemark et probablement de Norvège et de Suède,
Cette force était plus organisée, plus nombreuse et plus déterminée que toutes celles qui l'avaient précédée. L'invasion débuta en 865 après J.C., lorsque l'armée débarqua dans le royaume d'Estanglie. Incapables d'opposer une résistance efficace, les dirigeants locaux choisirent de négocier, offrant chevaux et ravitaillements aux envahisseurs. Cela permit aux forces vikings de progresser rapidement et efficacement vers le nord, où elles tournèrent leur attention vers la Northumbrie. À l'époque, cette région était affaiblie par une guerre civile entre prétendants rivaux au trône. Les Vikings saisirent l'occasion et s'emparèrent de la ville d'York en 866, une victoire militaire et symbolique majeure qui leur conférait une place forte cruciale dans le nord. Après leur succès à York, l'armée consolida son contrôle et se prépara à pénétrer plus avant en territoire anglais. Ils hivernèrent sur place, une tactique inhabituelle pour les forces vikings jusque-là, témoignant ainsi d'une intention claire de rester. Cette pratique d'hivernage permit aux Vikings de maintenir leur force tout au long de l'année et de planifier des campagnes prolongées. Ils poursuivirent leur progression en Mercie, exploitant de nouvelles faiblesses régionales. Leur méthode, impitoyable mais efficace, reposait sur la rapidité, l'intimidation et des frappes stratégiques au cœur des terres anglo-saxonnes, utilisant leurs dracars pour naviguer sur les rivières et accéder aux colonies de l'intérieur. En 869, le royaume d'Estanglie tomba entièrement sous la domination viking. Le roi Edmond, qui refusa de se rendre ou d'abandonner ses croyances, fut capturé et, semble-t-il, exécuté. Sa mort eut un impact culturel durable et il fut plus tard vénéré comme un martyr. L'Estanglie étant soumise, la grande armée païenne concentra ses efforts sur le Wessex, dernier des grands royaumes anglo-saxons à ne pas être sous domination viking. Là, elle rencontra une résistance sans précédent, celle du roi Alfred. Alfred, qui allait plus tard recevoir le titre de Le Grand, se révéla un chef et un stratège habile. Bien qu'initialement contraint à la clandestinité, il regroupa et réorganisa ses forces. En 878, Alfred remporta une victoire décisive à la bataille d'Eddington. Suite à ce succès, il négocia la paix avec le chef viking Guthrum, qui accepta le baptême et accepta de se retirer en Estanglie. Cela marqua le début du Danelaw, une vaste région où le droit et les coutumes vikings furent officiellement reconnus, créant ainsi une frontière politique et culturelle unique au sein de l'Angleterre. L'établissement du Danelaw ne mit pas fin à la présence viking, mais l'institutionnalisa. Les colons nordiques s'intégrèrent aux communautés locales, laissant une influence durable sur la langue, les coutumes et la gouvernance. York, sous domination viking, prospéra comme un important centre commercial et culturel. Si les Vikings ne conquirent jamais entièrement l'Angleterre, leur influence s'imposa profondément dans les régions qu'ils occupèrent. Au fil du temps, leur pouvoir déclina, mais leur héritage perdura dans les noms de lieux, les traditions et même dans les systèmes juridiques qui évoluèrent par la suite. L'impact de la grande armée païenne sur l'Angleterre anglo-saxonne fut considérable. Il révéla la nécessité d'une unité et de mécanismes de défense renforcés. En réponse, Alfred lança des réformes, notamment la construction de villes fortifiées, appelées burhs, et une réorganisation du système de milices. Il soutint également la création de la chronique anglo-saxonne, un document historique qui préserva le souvenir de cette époque tumultueuse. Ces réformes posèrent les bases de l'unification de l'Angleterre sous une couronne unique. Freydis Eriksdottir, l'intrépide viking Shieldmaiden. Freydis Eriksdottir, fille d'Éric le Rouge et sœur de Leif Erikson, est l'une des figures les plus marquantes de l'histoire viking. Femme farouche et déterminée, elle est reconnue non seulement pour son audace, mais aussi pour avoir défié les rôles de genre rigides de son époque. Née dans une famille d'explorateurs et de colons, Freydis hérita du même esprit fougueux qui avait poussé son père à découvrir le Groenland et son frère à voyager vers le Vineland. Contrairement à beaucoup de femmes de son âge,
Elle revendiquait un rôle dans les grandes sagas d'exploration et de conquête. Son histoire, bien qu'enveloppée des accents quasi mythiques des sagas, résonne toujours comme un puissant témoignage de courage et d'ambition. Les sagas islandaises, en particulier la saga des Groenlandais Lula, saga d'Éric le Rouge, fournissent des récits variés mais saisissants des actions et du tempérament de Freydis. Ces récits brouillent souvent les frontières entre faits et légendes, mais ils la dépeignent systématiquement comme une figure affirmée et autoritaire. Si son frère Leif est souvent crédité de la découverte du Vinland, c'est Freydis qui osa revendiquer ses droits sur cette terre lointaine, se lançant dans une expédition qui allait mettre à l'épreuve non seulement son leadership, mais aussi sa survie face à la nature et aux conflits humains. Sa décision de se rendre au Vinland n'était pas une simple accompagnement. Elle négocia ses propres conditions et dirigea son propre groupe de colons, faisant preuve du même sens stratégique que tout chef viking. L'une des histoires les plus marquantes concernant Freydis relate une violente confrontation avec les autochtones du Vinland. Lors d'une attaque surprise, alors que les Nordiques étaient contraints de battre en retraite, Freydis aurait tenu bon. Selon la saga, enceinte et armée d'une épée prise à un camarade tombé au combat, elle aurait exposé sa poitrine et l'aurait frappé avec la lame en hurlant de défi. Sa démonstration de force a stupéfié les assaillants et renversé la situation, semant la peur et la confusion chez l'ennemi. Ce moment dramatique, qu'il soit entièrement véridique ou enjolivé par la tradition orale, symbolisait non seulement son intrépidité, mais aussi sa capacité à diriger dans les circonstances les plus difficiles. Il est devenu l'une des images les plus emblématiques d'une femme viking se dressant seule face à des obstacles insurmontables. Freydis n'était pas seulement une guerrière, mais une femme dotée d'un sens politique aigu et d'une volonté inébranlable. Dans un autre récit, elle est décrite comme concluant un pacte secret avec d'autres colons, avant de les trahir plus tard dans un geste calculé pour s'assurer le contrôle et les ressources. Bien que cet acte ait été condamné par le narrateur de la saga, il illustre aussi sa détermination impitoyable à sortir victorieuse d'un monde où le pouvoir était souvent saisi plutôt que donné. Son histoire reflète les dures réalités de la vie nordique, où la survie exigeait souvent des compromis moraux et des actions décisives. Il est important de reconnaître que les auteurs de la saga, souvent des chrétiens écrivant longtemps après les événements qu'ils décrivent, on peut être jugé Freydis sévèrement pour avoir outrepassé les rôles traditionnels. Malgré des portraits contrastés, Freydis demeure un élément essentiel de l'héritage nordique. Son héritage remet en question la perception moderne des femmes vikings, trop souvent imaginées comme de simples maîtresses de maison ou des figures passives. Freydis illustre bien la réalité. Les femmes ont elles aussi façonné l'ère viking par l'exploration, le leadership et la force de volonté. Son courage et son autorité ont ouvert la voie à une meilleure compréhension du rôle des femmes dans les sociétés maritimes. À son époque, le leadership n'était pas accordé librement aux femmes, mais Freydis l'a saisi avec audace, n'hésitant pas à se tenir parmi les hommes et à égaler leur férocité. Les sagas lui confèrent un caractère complexe, tantôt héroïque, tantôt brutal, mais cette complexité la rend d'autant plus réelle. Elle incarne la double nature de la vie viking, un monde d'exploration audacieuse et de conflits acharnés, où ceux qui aspiraient à la gloire devaient être prêts à prendre de grands risques. Freydis Eriksdottir ne peut être pas aussi universellement connu que son frère Leif, mais son histoire résonne tout aussi fortement à travers l'histoire. Son nom perdure parce qu'elle a osé dépasser les attentes de la société. Elle a traversé les océans, mené des colons, tenu bon au combat et a gravé sa présence dans les annales de la légende viking. Qu'elle soit perçue comme une héroïne ou une figure édifiante, son récit témoigne de la force d'esprit qui a marqué une époque et continue de captiver ceux qui cherchent à comprendre le monde viking. Roland de Normandie, le viking qui fonda une dynastie. Roland de Normandie, figure emblématique de l'histoire médiévale, était un viking nordique qui laissa une empreinte indélébile sur l'Europe par son courage,
sa stratégie et ses transformations. Né à la fin du IXe siècle, probablement vers 860 après J.C., Rollon débuta sa vie comme un redoutable guerrier et navigateur scandinave. Son vrai nom serait Rolf, et sa taille imposante lui valut le surnom de Rollo dans les territoires francs. À une époque où les raids vikings terrorisaient les côtes européennes, Rollon s'imposa comme un chef qui ne recherchait pas seulement le pillage, il aspirait à la permanence. Alors que l'Empire franc luttait contre les incursions vikings répétées, les forces de Rollon remontèrent la Seine et assiégèrent Paris et d'autres centres vitaux. La pression persistante de ces attaques marqua un tournant en 911 après J.C. lorsque Charles le Simple, roi de Francie occidentale, décida que la diplomatie était préférable à la poursuite du conflit. Dans ce qui allait devenir un accord capital, Rollon obtint des terres en échange de son allégeance et de sa protection contre de nouveaux raids vikings. Ce pacte, connu sous le nom de traité de Saint-Clair-sur-Epte, fit de Rollon le premier souverain de ce qui allait devenir la Normandie. Rollon accepta le marché avec une vision stratégique. Il comprenait la valeur des terres et de leur légitimité face à des raids passagers. En échange de ces terres, il prêta serment de loyauté au roi, se convertit au christianisme et s'engagea à défendre la région contre de futures invasions. Son baptême symbolisa une transformation significative, non seulement pour lui-même, mais aussi pour son peuple, qui commença à s'intégrer à la culture locale. Bien que ce passage du statut de pillard à celui de souverain fût spectaculaire, il marqua le début d'une dynastie qui allait marquer l'histoire européenne. La fondation de la Normandie fut un véritable exploit. Rollon gouverna avec un mélange de vigueur nordique et d'adoption des coutumes franques, jetant les bases d'un territoire stable et prospère. Son leadership attira à la fois les colons vikings et les populations locales, créant une société diversifiée et résiliente. L'ordre public prospéra sous son règne et la région gagna en force et en identité. La capacité d'adaptation de Rollon sans perdre son héritage fit de lui un chef respecté, tant par ses partisans que par ses anciens ennemis. Son mariage avec Gisèle, fille présumée de Charles le Simple, consolida encore son nouveau statut. Bien que la plupart des informations la concernant soient entourées de légendes, leur union symbolisait la fusion de la puissance viking et de la noblesse franque. Rollon prit également une compagne nordique plus traditionnelle, Poppa de Bayeux, dont il eut pour successeur Guillaume Longue, épée. Guillaume allait continuer à renforcer la Normandie et à perpétuer l'héritage initié par Rollon. Le règne de Rollon ne se limitait pas à la consolidation, mais visait aussi à bâtir l'avenir. Il encouragea le commerce, soutint l'agriculture et maintint la préparation militaire. Sa vision s'étendit au-delà de sa propre vie, et cette clairvoyance assura la longévité de la dynastie normande. Les fondations qu'il posa permirent à ses descendants de jouer un rôle crucial dans la politique européenne, notamment lors de la conquête normande de l'Angleterre en 1066, menée par son arrière-arrière-petit-fils, Guillaume le Conquérant. Ainsi, l'influence de Rollon s'étendit bien au-delà des frontières de la Normandie. Bien que ses premières années aient été marquées par la violence, la vie de Rollon reflétait le potentiel transformateur du leadership et de la diplomatie. Il mourut dans les années 930, laissant derrière lui une principauté qui allait devenir une puissance dominante dans l'Europe médiévale. Son inhumation, probablement à Rouen, fut une fin digne d'un homme qui avait façonné le destin de toute une région. L'histoire de Rollon n'est pas seulement celle d'une conquête, mais aussi d'une évolution. Ce viking s'est forgé un avenir non pas par des guerres incessantes, mais en saisissant judicieusement les opportunités. Sa vie illustre la complexité de l'ère viking, une période non seulement de pillage, mais aussi de profonds changements politiques et de métissage culturel. Fondateur de la dynastie normande, Rollon témoigne de l'héritage durable de ceux qui voient au-delà de l'épée, qui exercent le pouvoir non seulement avec force, mais aussi avec sagesse. Son nom reste gravé dans l'histoire comme celui d'un pionnier qui a transformé le chaos en civilisation.
marquant le début d'une nouvelle ère dans l'héritage européen. Egil Skallagrimsson, le guerrier poète. Egil Skallagrimsson, figure emblématique de l'ère viking, est considéré comme l'un des plus redoutables poètes guerriers de l'histoire nordique. Né vers 900 d'Isapère, J.C. en Islande, il était le fils de Skallagrim Kveldulfsson, chef influent et pionnier de l'île. Dès son plus jeune âge, Egil montra une férocité exceptionnelle au combat et un talent étonnant pour la poésie. Ces deux traits ont façonné sa légende, faisant de lui un personnage singulier dans les sagas nordiques. Contrairement à la majorité des guerriers de son époque, Egil ne se battait pas seulement pour le pouvoir ou la richesse. Il exprimait aussi ses émotions profondes à travers des vers puissants, devenus des chefs-d'œuvre de la littérature skaldique. La vie d'Egil fut marquée par la violence et les conflits, autant au sein de sa famille que dans le vaste monde nordique. Il tua son premier homme à l'âge de 7 ans, un acte brutal et précoce qui annonçait une existence marquée par les vendettas et les affrontements. Cette violence n'excluait pourtant ni la sensibilité ni l'intelligence. La poésie d'Egil révèle un homme d'émotion, capable d'exprimer le chagrin, la loyauté et la défiance avec une maîtrise rare du langage. Dans la culture scandinave, où le verbe avait une valeur quasi sacrée, ces vers n'étaient pas seulement un art, mais aussi une arme et un rempart. Tout au long de sa vie, Egil évolua dans un monde gouverné par les alliances mouvantes et la loyauté clanique. Ses confrontations avec la royauté norvégienne, notamment avec le roi Eric Bludax et la reine Gunhild, marquèrent profondément sa saga. Il tua l'un des fils d'Eric, ce qui lui valut d'être déclaré hors la loi. Capturé et menacé de mort, il composa en une nuit un long poème de louange. Un drapa pour le roi. Touché par la puissance de ces mots, Eric lui épargna la vie. Cet épisode illustre le pouvoir de la poésie dans la société nordique, où l'éloquence pouvait sauver une vie là où l'épée échouait. L'œuvre poétique la plus marquante d'Egil reste sans doute Sonatorek, une élégie poignante écrite après la perte de ses fils. Ce poème est considéré comme un sommet de la poésie nordique ancienne. Il mêle douleur et stoïcisme, révolte contre les dieux et respect des croyances. Par ses vers, Egil affronte la douleur avec une honnêteté bouleversante. La retenue et l'intensité de cette œuvre témoignent d'une profondeur émotionnelle peu commune pour un guerrier. Son art poétique n'était pas un simple ornement, mais une forme de résistance intérieure face au destin. Malgré l'omniprésence de la violence, Egil était aussi un homme de loi et de coutume. Il participait régulièrement aux assemblées, notamment à l'Althing, le parlement islandais. Là, il ne se contentait pas de jouer le rôle de guerrier ou de poète, mais celui d'un citoyen actif, prêt à défendre ses droits par la parole comme par la force. La saga relate plusieurs situations où il usa de son éloquence ou de son courage pour faire valoir justice et honneur. Sa présence à ces rassemblements révèle un attachement aux structures sociales et aux normes juridiques de son temps. La saga d'Egil Skallagrimsson, probablement écrite par Snorri Sturluson au XIIIe siècle, immortalise sa vie. Bien qu'elle contienne sans doute des embellissements, elle dresse un portrait fascinant d'un homme complexe. Egil n'était ni une brute sans esprit, ni un simple poète romantique. Il incarne un équilibre rare entre la force et la pensée. Son histoire, à la frontière du mythe et de l'histoire, éclaire les valeurs fondamentales de son époque. L'honneur, la mémoire, l'identité et l'héritage. Egil représente une fusion exceptionnelle de l'intellect et de la puissance, un paradoxe vivant de l'ère viking. Ses poèmes comme ses exploits guerriers ont été transmis non seulement pour leur valeur historique, mais aussi pour leur qualité littéraire. À travers sa poésie, il a transcendé son époque, offrant aux générations futures un regard unique sur l'âme nordique, où la parole et l'épée se rejoignent avec la même précision. Son héritage perdure, tant dans les sagas que dans la mémoire collective d'un peuple qui vénérait à la fois la bravoure, l'art du verbe et le lien sacré entre vie et chant.
Ô l'esprit profond, la matriarche et colonisatrice viking, ô la profonde, aussi connue sous le nom d'Un la profonde, était l'une des femmes les plus remarquables de l'ère viking, reconnue non seulement pour sa lignée, mais aussi pour son leadership, sa sagesse et son esprit pionnier. Née dans la noblesse au IXe siècle, elle était la fille de Ketil Nepla, un puissant chef nordique des Hébrides. Ô vécu à une époque où les Scandinaves s'aventuraient outre-mer, fondant des colonies dans des territoires lointains et façonnant les paysages culturels de ce qui deviendrait l'Islande, l'Écosse et l'Irlande actuelle. Son histoire est un mélange de résilience, de clairvoyance et d'autorité, des qualités rarement attribuées aux femmes de son époque, mais manifestes dans son parcours. Après la mort de son fils, Thorstein le Rouge, qui avait établi un royaume éphémère dans certaines régions d'Écosse, Aude se retrouva dans une situation précaire. Plutôt que de se réfugier dans le chagrin ou l'obscurité, elle prit le contrôle de sa famille et de ses fidèles restants. Rassemblant sa famille et ses fidèles, elle orchestra une évasion audacieuse de territoires hostiles. Faisant preuve d'un talent tactique exceptionnel, elle construisit secrètement un navire de 20 rames dans les bois, un exploit en soi à une époque où la navigation maritime était une entreprise complexe. Elle prit ensuite la mer, naviguant à travers des eaux dangereuses à la recherche d'une nouvelle patrie, preuve de ses talents de meneuse et de navigatrice. Le voyage d'eau la conduisit à travers les Orcades et les îles Féroé, où elle arrangea des mariages avantageux pour ses petites filles, renforçant ainsi les liens familiaux et s'assurant une certaine influence. Cette diplomatie calculée révèle sa compréhension des rapports de force et son attachement à l'héritage familial. Elle finit par atteindre les côtes islandaises, une terre alors peu peuplée de colons nordiques. Contrairement à beaucoup de ceux qui arrivèrent pour revendiquer des terres par la force brute, Aude s'imposa avec l'autorité d'un chef et le sang-froid d'une matriarche. Elle s'installa dans la partie occidentale de l'île, dans la région de Dalasisla, et baptisa son domaine Avamur. Sous sa direction, la région devint un pôle d'activité et de gouvernance. Il est à noter qu'O était chrétienne, l'une des rares à cette époque parmi les sociétés païennes nordiques. Bien qu'elle n'imposât pas ses croyances, elle vécut selon sa foi et fut enterrée conformément à ses convictions, apparemment dans un cairn en forme de croix sur une colline dominant son domaine. Sa foi et sa tolérance reflétaient une force et une intégrité personnelle qui contribuèrent à la profondeur de son leadership. Cette dimension spirituelle de sa vie la distinguait dans une culture dominée par les anciens dieux et les croyances traditionnelles. Elle la marquait également comme un pont entre deux mondes, l'un ancré dans les coutumes ancestrales, l'autre s'ouvrant lentement au changement. O distribua généreusement les terres à ses disciples, dont beaucoup avaient voyagé avec elle depuis les îles britanniques. Ce partage n'était pas seulement altruiste, c'était une manœuvre politique visant à établir la loyauté et à assurer la stabilité de la nouvelle colonie. Sa capacité à former et à maintenir une communauté fonctionnelle sur une terre inconnue témoigne de son talent de dirigeante. Elle était respectée par ses contemporains, et les générations suivantes se souvinrent d'elle non seulement pour ses efforts de pionnière, mais aussi pour son impartialité et son esprit stratégique. Son héritage se perpétua à travers les descendants de ceux qu'elle dirigea, dont beaucoup devinrent des figures marquantes de l'histoire irlandaise. Contrairement à de nombreuses femmes vikings dont les noms sont tombés dans la légende ou l'oubli, le souvenir d'O a été préservé dans les sagas irlandaises, notamment la saga de Laxdala. Son personnage y est dépeint avec révérence, illustrant un rare exemple d'autorité féminine traitée avec sérieux et respect. Sa vie offre un contre-récit au récit souvent dominé par les hommes de l'ère viking, présentant une vision de l'autonomie féminine non seulement possible, mais aussi percutante. Elle symbolise la force, la dignité et l'intelligence que les femmes pouvaient posséder dans la société nordique primitive. Son histoire continue d'inspirer les érudits, les conteurs et leurs descendants, reflétant un héritage façonné non seulement par la conquête, mais aussi par la sagesse, la résilience et un profond sens du devoir, Viking Berserkers.
La fureur du champ de bataille. Les berserkers vikings figuraient parmi les guerriers les plus redoutés et mystérieux du monde nordique. Leur férocité exceptionnelle en fit des figures légendaires du champ de bataille. Ces combattants d'élite, fréquemment mentionnés dans les sagas et poèmes anciens, se distinguaient non seulement par leur bravoure, mais aussi par leur apparence. Ils portaient des peaux d'ours ou de loup, symbolisant leur lien spirituel avec ces créatures sauvages. Leur nom viendrait du vieux norrois, bear pour ours et cercré pour chemise, formant chemise d'ours. Cette appellation illustre bien leur transformation symbolique en bêtes sauvages invincibles lorsqu'ils entraient dans leur frénésie de combat. L'état de fureur qui les caractérisait, connu sous le nom de berserkergang, faisait d'eux des combattants quasi invincibles. Ils étaient décrits comme insensibles à la douleur, insouciants face à la mort, et capables de se jeter dans la mêlée avec une rage inhumaine. Des hurlements, des convulsions, un regard fixe et une puissance décuplée accompagnaient cet état qui les rendait à la fois efficaces et incontrôlables. Les berserkers formaient souvent l'avant-garde des assauts vikings où leur seule apparition suffisait parfois à briser le moral de l'ennemi. Mais ces guerriers n'étaient pas de simples brutes. Ils étaient hautement entraînés, souvent membres de la garde rapprochée des rois ou chefs. Leur réputation était telle que leur présence seule semait la panique. Certains récits suggèrent qu'ils entraient dans leur transe guerrière grâce à des rituels incluant des chants, des danses, voire la consommation de substances hallucinogènes comme l'amanite tumouche. Cette transe, mêlant mysticisme et violence, leur donnait un avantage psychologique redoutable. En combat, ils mordaient leurs boucliers, ignoraient les ordres et fonçaient sans stratégie apparente, emportés par leur rage incontrôlée. Cette violence extrême, bien que terrifiante pour l'ennemi, représentait aussi un danger pour leurs propres alliés. Malgré leur sauvagerie apparente, les berserkers occupaient une place particulière dans la culture viking. Ils étaient associés à Odin, le dieu de la guerre, de la sagesse et de la mort. Cette association leur conférait une dimension spirituelle. Ils n'étaient pas seulement des hommes, mais des instruments de la volonté divine. Certains croyaient qu'ils pouvaient résister au feu, à l'acier, et continuer à combattre malgré des blessures mortelles. Des récits parlent même de transformation physique ou de possession spirituelle, renforçant leur statut semi-mythique. Leur lien avec Odin les élevait au rang de figures quasi sacrées dans une société qui valorisait le courage, la force brute et l'honneur au combat. Cependant, leur statut changea avec le temps. Alors que le christianisme se propageait en Scandinavie, la société viking évolua. Ce qui avait été vu comme une force divine devint perçu comme une menace incontrôlable. Les berserkers, autrefois vénérés, furent peu à peu marginalisés. Des lois interdirent le berserkergang et leur pratique fut condamnée. Leur disparition progressive des champs de bataille coïncida avec un changement culturel profond. Pourtant, leur image subsista dans les traditions orales et les récits médiévaux. Leur mémoire, nourrie de crainte et d'admiration, ne s'éteignit jamais vraiment. Les preuves archéologiques de leur existence sont rares mais révélatrices. Certaines armes retrouvées sont décorées de motifs animaliers et des amulettes ou pierres runiques semblent évoquer des exploits de guerriers frénétiques. Ces objets, associés à des sources littéraires, composent un portrait complexe de ces hommes, entre brutalité, spiritualité et tradition guerrière. L'esprit berserké a profondément marqué l'imaginaire collectif. On le retrouve dans la littérature moderne, les jeux vidéo, les séries et les bandes dessinées, souvent comme symbole du guerrier ultime, sauvage, inflexible et animé par une force intérieure défiant la raison. Dans l'héritage nordique, les berserkers représentent plus que de simples combattants. Ils incarnent l'idée de transcender les limites humaines par la volonté et la rage. En défiant la peur, la douleur et même la mort, ils deviennent les emblèmes d'une époque dominée par le culte de la guerre et la recherche de gloire.
Leur mémoire évoque un monde où l'humanité côtoyait les forces du chaos et où la bravoure se mesurait à l'intensité de la fureur. Guerriers devenus mythes, les berserkers restent gravés dans la mémoire collective comme les figures les plus sauvages et fascinantes de l'ère viking. Le roi Knut le Grand. L'empereur viking d'Angleterre et au-delà, le roi Knut le Grand fut l'un des souverains les plus redoutables de l'Europe médiévale. Viking de naissance, monarque par le destin, Knut s'éleva d'un monde marqué par la guerre pour gouverner un vaste empire qui englobait l'Angleterre, le Danemark, la Norvège et certaines régions de la Suède actuelle. Né vers 990 âpre, G.C. Knut était le fils du roi danois Sven, à la barbe fourchue. De son père, il hérita l'ambition, le sens stratégique et les compétences militaires qui façonneraient l'empire de la mer du Nord. À la mort de Sven en 1014, Knut se retrouva confronté à une Angleterre agitée. Le roi anglo-saxon Ethelred le mal préparé avait repris le trône, contraignant Knut à se retirer. Mais dès 1015, Knut revint avec une puissante flotte, déterminé à reconquérir l'île. Grâce à des alliances avec des nobles anglais mécontents et une tactique implacable, il l'emporta. Sa victoire décisive à la bataille d'Ascendun en 1016 lui permit de devenir roi d'Angleterre. Pour asseoir son pouvoir, il épousa Emma de Normandie, veuve d'Ethelred, renforçant ainsi sa légitimité et établissant un lien entre les traditions anglo-saxonnes et l'autorité danoise. Le règne de Knut en Angleterre fut marqué par une stabilité remarquable. Bien qu'il soit un conquérant, il administra son royaume avec habileté et pragmatisme. Il conserva les lois et structures anglo-saxonnes, s'appuya sur des conseillers anglais et danois et gagna le respect de ses sujets grâce à un sens aigu de la justice. Knut comprenait l'importance de la religion dans le pouvoir royal. Chrétien fervent, il soutint l'Église en finançant monastères et églises et effectua un pèlerinage à Rome en 1027 pour assister au couronnement impérial, affirmant ainsi son statut parmi les souverains chrétiens d'Europe. Loin de se limiter à l'Angleterre, Knut étendit son autorité vers la Scandinavie. À la mort de son frère Harald en 1018, il devint roi du Danemark. 10 ans plus tard, il conquit la Norvège après avoir défait le roi Olaf II, assurant sa domination grâce à l'appui des nobles locaux. À son apogée, Knut contrôlait un empire qui encerclait la mer du Nord. Il se proclamait roi de toute l'Angleterre, du Danemark, des Norvégiens et d'une partie des Suédois, un titre qui reflétait la portée exceptionnelle de son autorité. Cet empire de la mer du Nord ne constituait pas un État centralisé, mais une union personnelle entre royaumes. Knut gouvernait en déléguant intelligemment son pouvoir à des représentants locaux, tout en conservant l'allégeance de ses sujets. Son autorité reposait sur la loyauté, la force militaire et une gouvernance équilibrée entre tradition locale et centralisation modérée. Malgré la diversité culturelle et les lois distinctes de ces royaumes, Knut parvint à maintenir l'ordre et la paix, exploit rare à une époque de conflits permanents. Knut n'était pas seulement un conquérant, mais un homme d'État avisé. Son règne fut caractérisé par un rare équilibre entre la force, la diplomatie et l'intégration culturelle. Il réussit à unir des peuples disparates en valorisant les traditions locales tout en promouvant une vision d'unité sous son autorité. Son gouvernement exemplaire inspira même le respect de ses ennemis. L'histoire du roi face à la marée, où il aurait tenté d'arrêter les flots pour démontrer que le pouvoir royal a ses limites face à Dieu, illustre la sagesse et l'humilité qu'on lui attribua par la suite. À sa mort en 1035, Knut laissa un empire puissant mais fragile. Ses fils, Harold de Pied de Lièvre et Harthacnut, se disputèrent l'héritage, entraînant des divisions. L'unité qu'il avait créée se fragmenta rapidement. Toutefois, son règne demeure un moment clé de l'histoire médiévale. Il montra qu'un roi viking pouvait aussi être un souverain chrétien éclairé, capable de paix,
de réforme et d'intégration à grande échelle. L'héritage de Knut le Grand dépasse les conquêtes. Il incarne la fusion entre la culture nordique guerrière et la royauté chrétienne européenne. Sa capacité à régner sur des royaumes multiples avec justice et intelligence en fait l'un des plus grands monarques de son époque et une figure incontournable de l'histoire de l'Europe du Nord. Gunnar Amundarson. Le héros tragique des sagas, Gunnar Amundarson, figure marquante des sagas islandaises, est un héros tragique dont la vie et la mort résonnent à travers les siècles. Personnage central de Njál Saga, il incarne les valeurs et les contradictions de l'ère viking, loyauté, honneur, prouesse martiale, mais aussi un destin lié au malheur. Issu d'une famille éminente, Gunnar était célèbre non seulement pour ses talents de combattant, mais aussi pour sa prestance et sa noblesse d'âme. Sa force et son agilité étaient légendaires. Capable de bondir de sa propre hauteur en armure et de manier n'importe quelle arme avec une précision mortelle. Mais sa véritable grandeur résidait dans sa retenue. Il préférait la paix au conflit, chaque fois que cela était possible. L'histoire de Gunnar est dominée par la tension entre libre arbitre et fatalité, un thème majeur dans la littérature nordique. Sa jeunesse prometteuse fut marquée par l'admiration générale. Respecté par ses pairs et craint de ses ennemis, Gunnar brillait autant par ses qualités morales que par ses compétences martiales. Malgré sa puissance, il ne cherchait pas la violence. Son amitié avec Njallador Girson, un homme sage et pacifique, renforça cette inclination à résoudre les conflits sans effusion de sang. Tous deux formaient une alliance idéale entre force et intelligence, symbolisant l'espoir d'un équilibre dans une société dominée par l'honneur et la vengeance. Mais ce monde rigide plaçait l'honneur familial au-dessus de tout, entraînant inévitablement Gunnar dans des querelles sanglantes. Le moment décisif survint lorsque Gunnar tua 2 membres d'un clan rival, un acte déclencheur d'hostilités anciennes. Bien que ces meurtres fussent en légitime défense selon les normes de l'époque, ils entraînèrent sa condamnation à un exil de 3 ans. Résigné, Gunnar se prépara à quitter l'Islande, accompagné de fidèles compagnons et soutenu par sa femme Hallgerdur. Mais alors qu'il s'éloignait, il se retourna vers son domaine et déclara qu'il ne pouvait quitter les collines verdoyantes de chez lui. Ce moment d'émotion et d'attachement à sa terre le condamna. En décidant de rester, il viola sa sentence, devenant un hors-la-loi et une cible légitime. Son dernier combat reste l'un des plus saisissants de la littérature médiévale nordique. Assiégé chez lui, largement en infériorité numérique, Gunnar se battit avec une bravoure exceptionnelle. Pendant des heures, il repoussa ses assaillants, en tuant plusieurs et en blessant d'autres. Mais à un moment crucial, la corde de son arc se cassa. Il demanda alors à Hallgerdur de lui donner des mèches de ses cheveux pour la réparer. Elle refusa, évoquant une gifle qu'il lui avait donnée des années auparavant. Ce refus, motivé par la rancune, scella le sort de Gunnar. Désarmé, il fut finalement vaincu, mais il mourut avec un courage tel qu'il gagna l'admiration même de ses ennemis. Sa mort ne mit pas fin aux violences. Elle provoqua au contraire une nouvelle vague de vengeance. Pourtant, l'image de Gunnar survécut, transcendée par les récits oraux et écrits. Il devint l'archétype du héros noble et tragique, un homme fidèle à ses valeurs, mort non par faiblesse, mais par attachement à sa terre et son honneur. Sa vie illustre la difficulté de rester droit dans une société gouvernée par la vengeance. Le public moderne trouve dans son histoire des thèmes toujours actuels. La responsabilité individuelle face aux attentes sociales, les conséquences du choix et la douleur des conflits personnels. Gunnar ne fut pas un conquérant triomphant, mais un homme en lutte constante entre ce qu'il était et ce que la société attendait de lui. Son sacrifice incarne le véritable héroïsme selon les sagas, affronter le destin avec dignité, même si cela mène à la mort. À travers ses actes, il a reflété les tensions profondes de son époque entre paix et guerre, amour et devoir, impulsion et retenue. Son personnage reste un miroir des vertus et faiblesses du monde viking,
rappelant qu'un véritable héros n'est pas celui qui triomphe toujours, mais celui qui reste fidèle à lui-même malgré les tragédies. Gunnar Amundarson continue de vivre dans la mémoire d'un peuple qui honore le courage et pleure les pertes héroïques. Thorfinn Karlsefni, le colon viking du Vinland. Thorfinn Karlsefni, éminent explorateur nordique du début du XIe siècle, demeure l'une des figures les plus marquantes de l'histoire viking pour son audacieuse tentative d'établir une colonie en Amérique du Nord, une terre que les Nordiques appelaient Vinland. Issu d'une riche famille islandaise d'une influence considérable, Thorfinn grandit au cœur de la culture maritime des Nordiques, acquérant expérience et prestige comme marchand et navigateur. Sa réputation d'intelligence, de courage et de leadership était bien connue de ses pairs. L'aventure de Thorfinn vers les terres occidentales s'inspirait des voyages antérieurs de Leif Erikson, qui avait découvert des rivages riches et boisés au-delà du Groenland. Ces récits, riches en ressources et en climat tempéré, éveillèrent l'ambition de Thorfinn de mener une expédition de plus grande envergure, non seulement pour l'exploration, mais aussi pour la colonisation. Vers l'an 1010, Thorfinn organisa une flotte bien équipée composée de 3 navires et d'environ 160 hommes et femmes, dont son épouse, Gudrid Thorbjarnardottir, elle-même exploratrice de renom. Leur voyage du Groenland au Vinland fut ardu, marqué par des mers dangereuses et le risque constant de naufrage, mais leur persévérance reflétait l'esprit d'endurance nordique. À leur arrivée, les colons établirent un camp près de ce que de nombreux érudits considèrent comme la pointe nord de Terre-Neuve. L'emplacement fut choisi pour sa proximité avec l'eau douce, des terres fertiles et l'accès aux ressources marines et forestières, essentiel au maintien d'une colonie éloignée de toute ligne de ravitaillement établie. Le leadership de Thorfinn durant la phase initiale de la colonisation fut crucial. Il supervisa la construction de maisons longues et mit en place des systèmes de stockage de nourriture et de gestion des ressources. Son approche pragmatique favorisa un sentiment de stabilité et de coopération entre les colons. Les Nordiques exploitaient le bois local, pêchaient dans les eaux côtières et chassaient le gibier dans les forêts environnantes. Ils cultivaient également des céréales et tentaient de reproduire certains aspects de leur mode de vie agraire islandais. Cependant, le défi le plus important résulta de leur rencontre avec les peuples autochtones de la région, appelés Skrælings dans les textes nordiques. Les premières interactions entre le groupe de Thorfinn et les Skrælings furent prudentes mais pacifiques, impliquant des échanges de marchandises comme du lait et des tissus contre des fourrures. Cependant, ces relations finirent par devenir hostiles en raison de malentendus culturels et d'incidents conflictuels. L'un de ces événements, relaté dans les sagas, impliqua un violent affrontement après un différend concernant des marchandises. Thorfinn, bien que peu enclin à la guerre, prit la difficile décision de défendre la colonie et ses habitants, organisant une retraite stratégique pour minimiser les pertes et préserver ce qui restait de la force de la colonie. La tension croissante et l'enthousiasme décroissant des colons pour la vie dans un environnement aussi isolé et souvent dangereux conduisirent Thorfinn à la conclusion qu'une colonisation permanente était irréalisable. Après environ 3 ans au Vinland, il ordonna un retour au Groenland, emportant avec lui de précieuses connaissances. Des biens et un fils né pendant l'expédition, Snorri Thorfinnsson, souvent considéré comme le premier enfant d'origine européenne né en Amérique du Nord. Bien que la colonie fût finalement abandonnée, le voyage de Thorfinn fut loin d'être un échec. Il démontra les capacités maritimes avancées des Vikings et leur volonté d'explorer et de tenter d'habiter des terres bien au-delà des frontières traditionnelles de la civilisation européenne. À son retour, Thorfinn s'installa en Islande, où il termina ses jours en chef et propriétaire terrien respecté. Ses exploits furent préservés dans les sagas médiévales islandaises, notamment la saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge. Ces récits, parfois agrémentés d'éléments légendaires, constituent des sources historiques essentielles qui éclairent la vision du monde nordique, les prouesses maritimes et les ambitions d'exploration.
L'héritage de Thorfinn perdure non seulement en tant que pionnier de l'exploration transatlantique, mais aussi en tant que symbole de l'esprit audacieux et infatigable qui a défini l'ère viking. Sweyn Forkbeard, le premier roi viking d'Angleterre. Sweyn à la barbe fourchue, dont le nom est gravé dans les chroniques du Haut Moyen-Âge européen, est une figure marquante qui a façonné l'histoire de l'Angleterre et de la Scandinavie. Né vers 960 après J.C., il était le fils de Harald Bluetooth, roi du Danemark, connu pour avoir unifié les tribus danoises et introduit le christianisme dans la région. L'enfance de Sweyn fut marquée par l'ambition et la rébellion. Il accéda au pouvoir en menant une révolte contre son père, s'emparant finalement du trône du Danemark. Cet acte audacieux démontra non seulement son assurance, mais donna également le ton d'un règne marqué par l'expansion et la conquête. Sous sa domination, Sweyn se tourna vers l'Angleterre, une terre longtemps la cible des raids nordiques. Les royaumes anglo-saxons étaient vulnérables aux incursions vikings depuis la fin du 8e siècle, mais Sweyn ne recherchait pas seulement le pillage, il envisageait le contrôle. Sa campagne contre l'Angleterre débuta véritablement à la fin des années 990, et il intensifia ses efforts à l'approche du nouveau siècle. S'appuyant sur une flotte puissante et des guerriers aguerris, Sweyn lança des assauts répétés sur les côtes anglaises, exploitant les divisions internes et les luttes de pouvoir au sein du royaume. À cette époque, l'Angleterre était sous la domination du roi Ethelred le Mal préparé, dont le règne était marqué par l'indécision et l'absence de stratégie militaire cohérente. Les forces de Sweyn exploitèrent cette faiblesse, ravageant les villes côtières et exigeant un tribut, le Dangeld, pour éviter de nouvelles destructions. Ces paiements, s'ils mirent un terme temporaire aux attaques, ne firent qu'encourager une nouvelle agression, démontrant la vulnérabilité de l'Angleterre. Les raids de Sweyn étaient systématiques et calculés, affaiblissant progressivement la résistance anglo-saxonne et épuisant ses ressources. En 1013, après des années de campagnes acharnées, Sweyn lança son invasion la plus décisive. Son armée balaya le pays sans rencontrer beaucoup de résistance et, à la fin de l'année, il fut proclamé roi d'Angleterre par une majorité de la noblesse. Ethelred s'enfuit en Normandie, laissant Sweyn aux commandes du trône d'Angleterre. C'était un exploit remarquable. Sweyn devenait le premier viking à régner sur l'Angleterre, établissant un précédent pour l'influence scandinave qui perdurerait pendant des décennies. Le règne de Sweyn sur l'Angleterre fut cependant de courte durée. Il ne régna que quelques semaines avant sa mort soudaine au début de l'année 1014, apparemment de causes inconnues. Malgré la brièveté de son règne, sa conquête marqua un tournant dans l'histoire anglaise. À sa mort, son fils Knut tenta de conserver le pouvoir, mais il dut faire face à des difficultés immédiates. Ethelred revint d'exil avec le soutien de Normandie et reprit le trône. Néanmoins, tout était prêt pour une nouvelle implication danoise dans les affaires anglaises, aboutissant à la conquête victorieuse et au long règne de Knut quelques années plus tard. L'héritage de Sweyn Forkbeard est empreint d'ambition, de stratégie et d'influence. C'était un chef habile qui comprenait les dynamiques du pouvoir et de la guerre au début du Moyen Âge. Sa capacité à fédérer des groupes disparates sous sa bannière et à les diriger vers un objectif commun témoigne de son charisme et de son autorité. Bien que son règne sur le trône d'Angleterre ait été bref, l'importance de son exploit est inestimable. Il a démontré que le monde viking était passé de simples groupes de pillards à des entités politiques organisées, capables de gouverner de vastes territoires. Sa conquête eut également des implications culturelles, car elle favorisa l'intégration des sociétés scandinaves et anglo-saxonnes. La présence viking en Angleterre apporta de nouvelles coutumes, influences linguistiques et modes de gouvernance qui façonneraient le développement de la nation. Les actions de Sweyn contribuèrent à jeter les bases de l'unification et du renforcement de l'Angleterre sous domination danoise, et son exemple inspirera les futurs dirigeants scandinaves et britanniques.
L'histoire de Sweyn Forkbeard rappelle avec force une époque où les royaumes s'élevaient et s'effondraient grâce à la puissance, à la stratégie et à la volonté d'individus puissants. Son nom perdure non seulement comme conquérant, mais aussi comme symbole de la transformation des Vikings, de simples pillards maritimes à de redoutables souverains. Son ascension de prince rebelle au trône d'Angleterre demeure l'un des récits les plus captivants de l'ère viking, illustrant les changements de pouvoir radicaux qui ont caractérisé le début du XIe siècle. Constructeurs de navires vikings, maîtres des mers, les constructeurs navals vikings comptaient parmi les artisans maritimes les plus talentueux du haut Moyen-Âge. Grâce à leur savoir-faire, les explorateurs, commerçants et guerriers nordiques purent s'aventurer sur de vastes mers et emprunter des réseaux fluviaux complexes. Ces charpentiers ne se distinguaient pas seulement par leur maîtrise du bois, mais aussi par leur compréhension du vent, de l'eau et de l'équilibre. Éléments intégrés dans chaque coque façonnée, avec des ressources naturelles limitées, ils conçurent des navires aussi fonctionnels que révolutionnaires. Le symbole même de l'ingénierie navale viking était le drakkar. Long, étroit et à faible tirant d'eau, ce navire était capable de naviguer aussi bien en mer qu'en rivière. Il permettait des raids éclairs, des retraites rapides et des voyages longs et périlleux. La technique de construction à clin, avec des planches superposées et rivetées, conférait au navire souplesse et solidité. Cette structure absorbait les chocs et assurait légèreté et vitesse, surpassant les navires contemporains. Les bois utilisés, comme le chêne ou le pin, étaient choisis avec soin pour leur robustesse, témoignant du lien étroit entre les Vikings et leur environnement forestier. Les constructeurs travaillaient en harmonie avec la nature. Ils sélectionnaient les arbres non seulement pour leur taille, mais aussi pour la forme naturelle de leurs grains, idéale pour certaines parties du navire. Ils lisaient le bois comme un texte, chaque nœud et chaque anneau révélant des qualités ou des faiblesses. La quille, pièce maîtresse, était taillée avec une précision extrême, assurant solidité et direction même par mer agitée. La transmission du savoir se faisait oralement, aucune esquisse, mais des démonstrations, des gestes répétés et une mémoire vivante transmise de génération en génération. L'équilibre des navires vikings reposait sur la combinaison de vitesse, maniabilité et discrétion. Une voile carrée unique en laine, parfois renforcée de cuir, permettait de capter le vent efficacement. En l'absence de vent, des rameurs prenaient le relais à travers des sabords spécifiques, assurant une propulsion fluide. Rien n'était laissé au hasard. Figures de proue sculptées, coques effilées ne laissant qu'une faible vague, chaque détail servait à optimiser performance et intimidation. Ces navires n'étaient pas de simples outils de guerre ou de commerce, mais l'expression de toute une culture maritime et sociale. La construction d'un seul navire mobilisait des mois de travail et la collaboration de toute une communauté. Les forgerons fabriquaient les rivets, les voiliers tissaient des toiles solides, et les charpentiers, munis de haches et d'herminettes, taillaient avec une précision remarquable. Malgré la simplicité apparente des outils, le résultat était d'une finesse impressionnante. L'alignement, la symétrie et l'efficacité hydrodynamique témoignaient d'un savoir-faire alliant art et technique. Il existait aussi une dimension spirituelle. Certains navires étaient enterrés avec leurs chefs, remplis de trésors, d'armes et d'offrandes, montrant leur importance dans la vie comme dans la mort. Ces sépultures navales reflétaient la place centrale des navires dans l'univers viking, symbole de voyage et de passage, dans ce monde comme dans l'au-delà. Les techniques développées par les constructeurs vikings eurent une influence durable sur la construction navale en Europe. Leur capacité à concevoir des navires capables d'affronter l'Atlantique Nord ouvrit de nouveaux horizons. Grâce à ces embarcations, les Vikings atteignirent les îles britanniques, l'Islande, le Groenland et même certaines parties de l'Amérique du Nord. Ces exploits d'exploration et de colonisation n'auraient pu être accomplis sans leurs navires d'une qualité supérieure. Aujourd'hui, l'héritage de ces artisans perdure.
Quelques navires originaux ont été retrouvés dans des tumulus ou des fonds marins, révélant leur ingéniosité. Des reconstructions modernes continuent à voguer, attestant de la pertinence de leur technique. Le savoir ancestral se perpétue, rappelant que ces navires étaient bien plus que de simples moyens de transport. L'art des constructeurs navals vikings est un témoignage d'ingéniosité, de persévérance et de curiosité humaine. Ils ont su comprendre et exploiter leur environnement avec une efficacité remarquable. Ces navires représentaient l'identité, la liberté et l'avenir. Chaque planche, chaque rivet portait une part d'un savoir profond et d'un esprit tourné vers l'horizon, vers la découverte. Ils ont fait de la mer un monde à conquérir, mais aussi à comprendre. Les Jomsvikings, mercenaires vikings d'élite. Les Jomsvikings étaient un ordre légendaire de mercenaires vikings, connus pour leur loyauté stricte, leurs compétences martiales exceptionnelles et leur code d'honneur rigoureux. Apparus vers le Xe siècle, ils auraient été basés dans la forteresse de Jomsborg, probablement située sur la côte sud de la mer Baltique. Toutefois, l'emplacement exact de cette forteresse reste débattu parmi les historiens. Contrairement aux pillards ou aventuriers classiques de l'époque, les Jomsvikings étaient des combattants professionnels régis par des règles strictes. Ils ne recrutaient que les hommes les plus courageux et habiles, âgés de 18 à 50 ans. Leur discipline reposait sur des valeurs fondamentales: obéissance absolue, courage sans faille et solidarité entre membres. Toute lâcheté, désertion ou désobéissance pouvait mener à l'expulsion, voire à la mise à mort, garantissant une élite combattante triée sur le volet. Ce qui les distinguait aussi était leur ouverture. Les Jomsvikings acceptaient des guerriers sans considération d'origine ou de tribu, tant que ceux-ci respectaient les exigences de bravoure et de conduite de l'ordre. Dans un monde dominé par les liens de parenté et d'allégeance locale, cette intégration représentait une approche novatrice. Une fois intronisés, les membres renonçaient à leurs fidélités antérieures pour jurer fidélité à la confrérie. Ils s'entraînaient intensément, maîtrisant armes et tactiques de combat aussi bien sur terre que sur mer. Cette rigueur militaire leur permettait de manœuvrer avec précision sur le champ de bataille, en faisant une force redoutable dans le monde viking. Là où d'autres dépendaient de la force brute ou de la surprise, les Jomsvikings étaient méthodiques, souvent employés par des rois ou chefs en quête de soldats efficaces, en échange de richesses, de terres ou d'avantages politiques. Leur efficacité ne reposait pas uniquement sur leurs armes ou leur entraînement, mais aussi sur leur réputation de loyauté et de retenue. Ils ne combattaient que pour des causes ou des contrats jugés dignes. Leur professionnalisme contrastait fortement avec l'image populaire des Vikings désorganisés ou sanguinaires. Leur sens du devoir, allié à leur code d'honneur strict, leur conférait un prestige particulier dans toute la Scandinavie et même au-delà. Ils agissaient indépendamment des royaumes, fonctionnant comme une véritable confrérie militaire. Leur fidélité allait à leur code et à leurs frères d'armes, non à une monarchie ou à un chef local. Les sagas et chroniques mentionnant les Jomsvikings les décrivent souvent avec un mélange de réalisme et de mythe. Lors de la bataille de Hjörungavágr vers 986, ils affrontèrent avec bravoure une armée norvégienne bien supérieure. Bien qu'ils aient été vaincus, leur héroïsme fut immortalisé dans la saga des Jomsvikings, qui mêle faits historiques et éléments légendaires. Ce récit a contribué à renforcer leur stature dans la mémoire collective nordique, incarnant les idéaux de force, de discipline et d'honneur. Bien que certains chercheurs doutent de la véracité de certains aspects des sagas, beaucoup reconnaissent l'influence culturelle majeure exercée par les Jomsvikings dans l'imaginaire viking. Avec l'évolution politique de l'Europe du Nord, notamment la consolidation des royaumes et l'apparition d'armées d'État permanentes, les ordres guerriers comme les Jomsvikings perdirent peu à peu leur place. Dès le début du XIe siècle, leur influence déclina et ils disparurent progressivement des archives historiques. Pourtant, leur héritage persista à travers la littérature médiévale et la tradition orale, modelant l'image du guerrier viking pendant des siècles.
À travers le prisme des Jomsvikings, le viking devient un professionnel discipliné et loyal, bien éloigné du simple pilleur barbare. Aujourd'hui encore, historiens et archéologues s'interrogent sur la réalité historique des Jomsvikings. Certains les voient comme une confrérie militaire réelle, d'autres comme une construction idéalisée, inspirée de plusieurs groupes de combattants. Les fouilles, les objets retrouvés et les textes anciens sont étudiés afin de mieux comprendre leur existence. Quelle que soit la vérité, leur présence dans l'imaginaire collectif demeure forte, symbole d'un idéal martial. Leur légende perdure comme exemple de la manière dont discipline, unité et honneur peuvent forger une force militaire remarquable. Ils représentent une facette plus organisée et stratégique de la société viking, où mythes et réalité s'entrelacent pour transmettre une vision inspirante du passé. Gudrid Thorbjarnardóttir, la femme viking qui a traversé l'Atlantique. Gudrid Thorbjarnardóttir, surnommée Gudrid la Grande Voyageuse, est l'une des femmes les plus remarquables de l'histoire viking. Figure de courage et d'aventure, son parcours traverse continents et siècles. Née vers 980 en Islande, Gudrid grandit à l'apogée de l'ère viking, période marquée par les explorations maritimes audacieuses des Scandinaves vers l'inconnu. Son histoire, relatée dans les sagas islandaises médiévales, notamment la saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge, révèle un destin extraordinaire fait de voyages, d'endurance et d'adaptation, des traits rarement attribués aux femmes de son époque avec une telle ampleur. Fille de Thorbjorn de Laugarbrekka, un chef respecté, Gudrid fut élevée dans un foyer valorisant tradition et savoir. Malgré les rôles sociaux stricts des femmes à l'époque viking, elle reçut une éducation solide qui développa son indépendance. Très jeune, elle épousa Thorstein Eriksson, fils d'Éric le Rouge et frère de Leif Erikson, l'explorateur reconnu pour avoir atteint les côtes nord-américaines vers l'an 1000. Ce mariage plaça Gudrid au cœur des grandes expéditions qui menèrent les colons nordiques au-delà du Groenland, vers une terre qu'ils appelèrent Vinland, correspondant à une partie de l'actuelle Amérique du Nord. Après la mort de Thorstein au Groenland, emporté par la maladie, Gudrid épousa Thorfinn Karlsefni, riche marchand et navigateur. Ensemble, ils entreprirent l'un des voyages les plus ambitieux de l'ère viking. Accompagnés d'une soixantaine d'hommes et de 5 femmes, ils traversèrent l'Atlantique Nord à la recherche du Vinland, espérant y établir une colonie. Ce périple, plein d'espoir et de défis, les mena jusqu'à une terre fertile où ils rencontrèrent les peuples autochtones, appelés Skrallings par les Scandinaves. Si les premiers contacts furent pacifiques, les tensions grandirent et rendirent l'établissement durable impossible. Au cours de ce séjour en Amérique, Gudrid donna naissance à un fils, Snorri Thorfinnsson, considéré comme le premier enfant d'origine européenne né sur le continent américain. Cet événement historique fit d'elle non seulement une exploratrice, mais aussi une mère pionnière. La naissance de Snorri symbolisa un lien profond entre l'ancien et le nouveau monde. Lorsque les conflits et les difficultés de survie les forcèrent à rentrer au Groenland, Gudrid était devenue une figure admirée pour sa résilience et sa force. De retour dans le Nord, Gudrid ne se conforma pas aux attentes sociales. Elle entreprit un pèlerinage à Rome, un acte exceptionnel au XIe siècle, surtout pour une femme venant des confins du monde connu. Ce voyage spirituel au cœur du christianisme montre sa foi profonde et sa curiosité intellectuelle. À son retour en Islande, elle se retira dans une vie plus calme, devenant religieuse dans un ermitage fondé par son fils. Ce dernier chapitre illustre la transformation d'une aventurière païenne en une femme pieuse et contemplative. L'héritage de Gudrid Thorbjarnardóttir est immense. Elle ne fut pas une simple accompagnatrice de voyage menée par des hommes, mais une actrice majeure de l'exploration. Ses choix et son courage ont influencé l'histoire. Elle parcourut un territoire plus vaste que bien des explorateurs de son temps, de l'Islande à Rome, en passant par le Groenland et l'Amérique du Nord. Son nom met en lumière le rôle souvent oublié des femmes dans les récits d'exploration médiévaux.
Les découvertes archéologiques de sites comme Lance aux Meadows, à Terre-Neuve, corroborent les sagas en attestant d'une présence nordique en Amérique et renforcent la plausibilité du rôle de Gudrid dans cette aventure. Ces preuves donnent de la substance aux récits oraux et écrits transmis à travers les siècles, témoignant de son influence historique. Plusieurs siècles après ses exploits, Gudrid continue d'inspirer. Son histoire est celle d'une femme ayant franchi des frontières géographiques, culturelles et sociales. Elle demeure un symbole puissant de courage et de curiosité. Sa vie incarne l'esprit d'exploration nordique et la force des femmes qui ont marqué l'histoire souvent en silence. Elle nous rappelle que l'héritage humain ne repose pas uniquement sur des conquêtes, mais aussi sur le dépassement de soi, la foi et la capacité à voir au-delà de l'horizon. La bataille de Maldon. Victoire viking en Angleterre anglo-saxonne. La bataille de Maldon, livrée en 991 après J.C., près de la ville de Maldon dans l'Essex, demeure l'un des épisodes les plus poignants de la lutte entre l'Angleterre anglo-saxonne et les incursions vikings. À une époque où les raids nordiques se multipliaient le long des côtes anglaises, l'affrontement opposa une armée régionale anglo-saxonne, dirigée par le comte Byrhtnoth, à une troupe aguerrie de guerriers vikings. Bien que la bataille se solda par une défaite des anglo-saxons, elle fut immortalisée dans un poème en vieil anglais qui reflète les valeurs, la culture et les idéaux martiaux de l'époque. Ce choc fut bien plus qu'un simple combat militaire. Il marqua la rencontre de deux visions du monde, celle fondée sur l'honneur et la loyauté, et celle sur la ruse et la stratégie. Les Vikings, probablement venus de Scandinavie, attaquaient de plus en plus fréquemment les côtes anglaises, cherchant or, butin et territoire. Ces incursions, d'abord perçues comme des actes de piraterie, étaient devenues de véritables menaces militaires nécessitant des réponses organisées. La bataille de Maldon s'inscrivait dans ce contexte plus large, les envahisseurs exigeant un tribut en échange de la paix. Byrhtnoth, refusant la voie de la corruption, choisit de faire face à l'ennemi, illustrant l'idéal du devoir et du courage qui animait nombre de chefs anglo-saxons. Cette décision, bien qu'honorable, allait se révéler fatale. Le lieu même de la bataille joua un rôle décisif. Les Vikings avaient accosté sur une île proche du rivage, séparée de la terre ferme par une chaussée submersible. Lorsque la marée se retira, les deux camps purent se rencontrer. Dans un geste que certains ont vu comme un excès de noblesse ou de respect du code guerrier, Byrhtnoth laissa volontairement les Vikings traverser la chaussée pour affronter ses troupes sur un terrain ouvert. Ce choix, probablement motivé par un sens de l'honneur, se retourna contre les forces anglo-saxonnes. Dès les premiers affrontements, les Vikings démontrèrent une supériorité certaine, tant en termes de stratégie que de férocité. Les anglo-saxons, bien que courageux, manquaient de coordination et étaient en infériorité numérique. Byrhtnoth fut tué au début de la bataille, un coup sévère pour le moral de ses troupes. Cependant, nombre de ces hommes continuèrent à se battre, animés par la fidélité envers leur chef tombé. Le poème relatant la bataille exalte ces guerriers qui choisirent de mourir plutôt que de fuir, opposant la bravoure au déshonneur de la retraite. Certains noms et discours sont consignés dans le poème, témoignant de leur détermination. Le poème souligne également le contraste entre ces héros et les lâches qui quittèrent le champ de bataille. Ce contraste renforce les idéaux d'héroïsme anglo-saxon, où l'honneur passait avant la vie. La défaite à Maldon, bien que militaire, n'éteignit pas la résistance anglaise. Elle laissa une empreinte durable dans l'imaginaire collectif. Cependant, les conséquences immédiates furent lourdes. Encouragés par leur victoire, les Vikings poursuivirent leur raid. La couronne anglaise, incapable de contenir la menace, fut contrainte de verser un lourd tribut, le Danegeld, pour obtenir une paix temporaire. Le Danegeld, paiement destiné à apaiser les envahisseurs, devint une stratégie récurrente durant les décennies suivantes.
Bien que certains y virent un choix pragmatique, d'autres y virent un signe de faiblesse. Cette tension entre survie politique et idéaux guerriers reflète les dilemmes de l'époque. Malgré tout, la mémoire de la résistance à Maldon demeura vive, notamment grâce au poème anonyme qui en fit un récit à la fois historique et symbolique. La bataille de Maldon, bien que n'étant pas une chronique militaire exacte, est un texte d'une grande valeur culturelle. Il met en lumière des thèmes majeurs: fidélité au Seigneur, sacrifice, honneur et communauté. Le poème incarne une vision du monde où la défaite peut être glorieuse si elle est affrontée avec courage et droiture. Il offre un regard poignant sur une société où la valeur morale surpassait l'issue matérielle du combat. Si les Vikings remportèrent la victoire ce jour-là, la grandeur morale de la résistance anglo-saxonne reste incontestée. La bataille de Maldon est ainsi entrée dans l'histoire non seulement comme une défaite militaire, mais comme un moment fondateur de l'identité et de la mémoire collective anglaise, symbolisant le sacrifice, la loyauté et la dignité face à l'adversité. Les sagas islandaises, les voix de l'héritage viking, les sagas islandaises, joyaux durables de la littérature médiévale, font écho à un héritage viking profondément enraciné. Rédigées au XIIIe et XIVe siècle, elles relatent en prose les histoires, valeurs et expériences humaines des colons nordiques arrivés en Islande au IXe et Xe siècle. Bien que postérieures aux événements, ces sagas tirent leur substance de la tradition orale, transmise sur plusieurs générations avant d'être mises par écrit. Leur singularité réside dans l'alliance du réalisme, de l'héroïsme et de la complexité psychologique, offrant un aperçu fascinant d'un monde à la fois brutal et majestueux. Plus que de simples récits d'aventure, les sagas reflètent une société régie par la loi, la parenté, l'honneur et la survie dans un environnement isolé et rude. Sur fond de paysages austères et de normes sociales rigides, elles traitent des conflits, des querelles familiales, des voyages, des alliances et des amours contrariés. Loin de glorifier la guerre, elles soulignent ses conséquences humaines profondes. Ainsi, elles révèlent une compréhension fine des émotions, des motivations et des dilemmes moraux qui façonnaient l'identité des premiers Islandais. Leur style littéraire se distingue par une grande sobriété. Les auteurs privilégiaient un ton mesuré, épuré de toute fioriture, pour mieux mettre en valeur les moments forts, combats, morts, réconciliation. Ce dépouillement narratif accentue l'intensité dramatique tout en laissant place à la réflexion. Les personnages sont rarement stéréotypés. Ils apparaissent comme des figures complexes, motivées par leur environnement, leurs liens familiaux et leurs choix personnels. Ce réalisme psychologique est l'un des traits les plus marquants et modernes de ces récits. Certaines sagas occupent une place particulière dans le canon littéraire. La saga de Njal le Brûlé est un exemple emblématique. Une histoire de loyauté et de trahison marquée par des conflits judiciaires qui traversent les générations. Elle explore les tensions entre justice personnelle et légale, ainsi que les conséquences tragiques de l'orgueil. Autre œuvre majeure, la saga d'Egil suit la vie d'Egil Skallagrimson, poète et guerrier. Son tempérament farouche incarne la dualité entre la brutalité du combat et la sensibilité artistique. Ces récits ne se contentent pas de décrire des événements. Ils interrogent le rôle du destin, de la communauté et du désir personnel dans la vie humaine. Au-delà de leur portée littéraire, les sagas fournissent des aperçus historiques précieux. Bien qu'elles mélangent fiction et réalité, elles décrivent la vie quotidienne, l'agriculture, les banquets, les coutumes, l'exil et les institutions, notamment le Althing, l'Assemblée nationale islandaise. L'une des premières formes de parlement au monde, elle occupait une place centrale dans le règlement des conflits et la création de lois. Ces éléments témoignent d'une société structurée où le dialogue et la négociation étaient des piliers de l'ordre. Les sagas véhiculent une éthique démocratique implicite, valorisant la voix du paysan libre autant que celle du chef. Préservés dans des manuscrits comme le Codex Regius ou le Livre de la Mer, les sagas ont survécu grâce aux efforts des scribes médiévaux islandais.
Leur transmission atteste du respect profond que les générations successives portaient à ces récits. Aujourd'hui, elles sont étudiées à la fois pour leur richesse historique et leur portée philosophique, offrant des réflexions sur le destin, l'honneur, le courage et la résilience. Les thèmes explorés dans les sagas résonnent toujours auprès du public contemporain. Leurs questionnements sur la loyauté, la vengeance, l'identité et les choix moraux transcendent les époques. De nombreux écrivains, artistes et cinéastes trouvent dans ces récits une source d'inspiration, révélant leur portée universelle. Grâce aux traductions et à la recherche académique, elles sont devenues accessibles à un public mondial tout en conservant leur voix profondément islandaise. En définitive, les sagas islandaises perdurent parce qu'elles sont l'expression d'un peuple qui valorisait la mémoire, le droit, la dignité et le récit. Ce ne sont ni de simples mythes, ni des chroniques rigides, mais des récits vivants, imprégnés d'expériences humaines dans un contexte extrême. Leur pouvoir réside autant dans ce qu'elles racontent que dans leur capacité à façonner encore aujourd'hui l'imaginaire collectif. Par elles, l'esprit viking s'exprime non pas par la conquête, mais par la parole, un hommage durable au pouvoir de l'histoire.